Nous allons accueillir Jean Jouzel, pas en chair et en os malheureusement, mais en visioconférence. Il dialoguera dans un premier temps avec Julien Deséchos, le directeur de la publication du magazine Sans Transition, puis avec Jeanne Barcé, qui est la maire de Strasbourg, et avec d'autres acteurs et personnalités locales qui sont ici sur ce plateau. Vous pouvez vous aussi poser vos questions dans les commentaires du Facebook Live. Cette conférence débat est soutenue par la Massif. Bonjour Martine Fournier. Bonjour. Quelques mots avec vous avant de débuter. Vous êtes donc chargée de mission Fondation Économie Sociale et RSE à la Massif, c'est bien ça? Oui, tout à fait. L'écologie et l'ESS sont des sujets qui vous tiennent à cœur. En fait, en tant que mutuelle, la Massif fait déjà partie du champ de l'ESS, ce qui explique en partie aussi pourquoi vous avez voulu soutenir cette conférence. Oui, tout à fait. Oui, comme vous le dites, la Massif est un acteur de l'ESS et qui dit entreprise mutualiste, dit valeur, dit engagement sociétal fort. Et cet engagement sociétal, il se traduit à la fois par un soutien qui est apporté de façon financière, notamment à travers la Fondation Massif, à des porteurs de projets qui innovent, qui inventent des solutions nouvelles pour le monde de demain, mais aussi à travers des partenariats qui sont engagés avec nos partenaires locaux, en l'occurrence ce soir la CRES, avec laquelle il nous a semblé vraiment pertinent de poursuivre un dialogue qui a été engagé avec Jean Jouzel au cours d'une première conférence qui a eu lieu lundi soir. Jean Jouzel nous a parlé de mobilité et de climat. Et ce soir, il nous a semblé vraiment pertinent de parler de consommation et de climat. Évidemment, de consommation et de climat, oui, tout à fait. Justement parce que le marché off est une alternative au marché de Noël traditionnel, où la consommation a des impacts environnementaux qui peuvent être très, très importants, très négatifs. Et donc, on a trouvé particulièrement pertinent de poursuivre ce dialogue avec Jean Jouzel sur cette question-là. Alors, la Fondation Massif soutient beaucoup de projets. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection? On n'a pas l'écologie, l'environnement, mais il y en a d'autres aussi. Oui, tout à fait. Alors, la Fondation Massif existe depuis 1993. C'est une fondation très ancienne parmi les fondations d'entreprise. Elle soutient des projets sur tout le territoire français. Et, moi, je suis en charge de la Fondation pour le Grand Est. Nous soutenons 10, 15 projets par an. Cette année, un peu plus, parce qu'avec la crise Covid, on a mis en œuvre... On vous a sollicité. Voilà, on a mis en œuvre des aides d'urgence. Alors, nous soutenons des projets qui sont innovants, qui apportent des solutions nouvelles à des besoins sociaux qui ont été identifiés, pour lesquels il n'y a pas de réponse satisfaisante, dans les domaines de la santé, de l'habitat, de la mobilité et de la finance solidaire. Et est-ce qu'il y a des projets à Strasbourg que vous soutenez? Oui, bien sûr. Je sais que vous allez me dire oui. Très beau projet à Strasbourg. Il y a une vraie dynamique à Strasbourg, une dynamique des porteurs de projets qui entreprennent dans le domaine de l'ESS. Et on est très heureux de soutenir plusieurs programmes. On soutient notamment le programme Cycle, donc qui est la collecte des déchets organiques dans les restaurants pour le transformer en compost. Nous soutenons les petites cantines à Strasbourg qui créent du lien social autour de la cuisine qu'on fait ensemble et puis qu'on partage dans le quartier gare. Et puis nous soutenons également le beau projet VRAC. Donc on est sur des projets qui parlent de lien social, de consommation aussi, d'accès à une alimentation saine pour tous, sur des thématiques qui nous intéressent beaucoup. Alors peut-être que VRAC, on peut peut-être en parler un petit peu plus rapidement, parce que j'ai l'impression que c'est un projet qui passe un peu sous les radars parfois. Ah oui, écoutez, c'est un très beau projet, je suis contente d'en parler. Effectivement, c'est un projet qui est né il y a quelques années dans un quartier politique de la ville et qui aujourd'hui est présent dans 6 quartiers. L'objectif, c'est de permettre aux habitants de ces quartiers politiques de la ville, qui souvent sont des foyers modestes, d'avoir accès à une alimentation de qualité à des prix qui soient les meilleurs possibles, les plus bas possibles. Donc le principe consiste à commander ensemble, en vrac, des quantités importantes de produits majoritairement locaux, bio, quand c'est possible, et donc de profiter de l'effet de groupe, du fait qu'on commande à plusieurs, profiter du fait que la commande se fait en vrac aussi. Et donc, les habitants des quartiers peuvent avoir accès à des produits de très bonne qualité. Mais ce qui est très, très intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'il y a une vraie mixité qui s'est construite petit à petit, parce que le projet n'est pas réservé aux habitants du quartier, mais évidemment ouvert aussi aux personnes qui habitent autour des quartiers politiques de la ville, qui peuvent avoir parfois
des moyens financiers un peu plus importants. Donc on a une vraie mixité aujourd'hui d'habitants des différents quartiers de Strasbourg qui se retrouvent une fois par mois pour le grand dispatching au centre social du quartier et qui ont accès à une alimentation de meilleure qualité. Donc c'est un beau projet avec plus de 450 adhérents aujourd'hui. Merci Martine Fournier d'être venue sur ce plateau. Et merci de soutenir cette conférence. Julien Deséco, Jean Jouzel, est-ce que vous êtes prêts et est-ce que vous nous entendez ? On vous entend. Ah super, on nous entend aussi. Merci à tous les deux d'être là. Jean Jouzel, c'est vraiment un honneur et une chance que de vous avoir avec nous pour ce premier jour du marché off. Julien Deséco, je vous laisse la main, tout simplement. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en direct d'Emmaüs Mundelsheim pour le studio et en visioconférence pour Jean Jouzel et moi-même pour ce temps fort dédié au climat organisé avec la CRES Grand Est, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Emmaüs incarne cette économie durable. On est bien aux antipodes de l'hyperconsommation face à l'actualité brûlante du Black Friday, pour ne pas dire une actualité oppressante, face à une économie qui se veut, au contraire, la plus respectueuse possible de l'environnement et du climat. Alors nous allons passer environ 1h30 ensemble pour parler climat et consommation ce soir. Au programme, 45 minutes de grand entretien avec notre invité Jean Jouzel, climatologue. Je vais le présenter plus longuement juste après. Ce grand entretien sera suivi d'un dialogue avec Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, durant une vingtaine de minutes. Puis un focus sur le territoire avec des acteurs engagés que vous avez déjà entendus pour certains, et d'autres aussi qui vont venir également pour nous expliquer leur action en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais tout de suite, c'est le grand entretien. Jean Jouzel, bonsoir. Bonsoir Julien Deséco, je m'associe aux remerciements vis-à-vis de tous ceux qui permettent cette soirée. Merci beaucoup. Vous êtes climatologue et glaciologue, directeur de recherche au CEA. Vous avez reçu de nombreuses distinctions scientifiques, dont, rappelons-le, la médaille d'or du CNRS pour vos travaux sur les glaces des pôles. Vous étiez aussi vice-président du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, lorsque ce dernier a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007 pour ses recherches et engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, vous tenez un discours très engagé politiquement que vous faites entendre au sein du Conseil économique, social et environnemental ou lors de vos interventions citoyennes comme ce soir. Autrement dit, vous étiez l'invité idéal pour ce grand entretien. Première question, Jean, quels sont les derniers chiffres sur le climat, le contexte climatique en somme, avec une année 2020 qui est la plus chaude jamais enregistrée depuis 1870? Oui, Julien, vous avez raison. 2020 est l'année la plus chaude. Pour le moment, nous en sommes quasiment certains pour ce qui concerne la France. Météo France vient de publier les résultats pour les 11 premiers mois de l'année et à moins vraiment d'un mois de décembre extrêmement rigoureux, le record précédent, qui est 2018 en France, sera battu. En France. À l'échelle planétaire, ça reste pour le moment 2016 qui est l'année la plus chaude. C'était une année exceptionnelle, une année à El Niño, un phénomène El Niño qui fait que ces années il y a une partie de l'océan Pacifique qui est plus chaude que la moyenne, donc ces années sont exceptionnellement chaudes. 2020 devrait être à peu près à égalité, peut-être un peu en dessous. Donc on a bien, et en fait ce qui est important, ce sont les 6 dernières années, et ça à l'échelle planétaire, seront les 6 années les plus chaudes depuis effectivement le milieu du 19e siècle. Alors faut quand même pas être surpris, parce que ce que nous avons fait depuis 50 ans, nos émissions de gaz à effet de serre ont doublé. 27 milliards de tonnes en 1970, 54 milliards de tonnes en 2019. Et on sait très bien comment nous faisons cela. 70% de ces émissions liées à notre utilisation de combustibles fossiles. Ensuite, il y a évidemment la déforestation, la fabrication du ciment, ça pour les gaz carboniques, et puis une dizaine de milliards de tonnes liées au méthane, au protoxyde d'azote, donc d'autres gaz à effet de serre, dont une partie à agriculture, alimentation. Donc on voit derrière tout cela évidemment un lien très clair avec la consommation et ses émissions. Donc ce qui se passe, c'est qu'en augmentant ces gaz à effet de serre, et nous sommes au-delà de 400 parties par million nettement pour le gaz carbonique, il y a de plus en plus de chaleur piégée dans les basses couches de l'atmosphère. Et cette chaleur supplémentaire, une large
partie, en fait, il y a 1% de plus de chaleur supplémentaire, enfin de chaleur piégée dans la basse atmosphère qui a environ 150 ans. Et cette chaleur supplémentaire, eh bien, elle va essentiellement dans l'océan. Et là, dans l'océan, on voit vraiment le réchauffement climatique. On le voit à travers l'élévation du niveau de la mer. Cette élévation, c'est 3 mm chaque année, un peu plus maintenant, un tiers lié au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et l'essentiel du reste à la fonte des glaces. Et les glaciers continentaux, puis depuis une vingtaine d'années, les glaciers, le Groenland et l'Antarctique. Donc, on a vraiment, à travers cette élévation du niveau de la mer, un double témoignage du réchauffement climatique. Et c'est ce qui nous amène à dire que le réchauffement climatique est sans équivoque. C'est le rapport du GIEC, j'étais vice-président de son groupe scientifique, vous l'avez rappelé, Julien. Et voilà, donc il est non seulement sans équivoque, nous l'attribuons de façon quasi certaine aux activités humaines. On ne peut pas expliquer ce réchauffement d'un peu moins de 1 degré depuis le milieu du XXe siècle par des causes naturelles. On ne pourra en expliquer qu'un dixième de degré alors qu'il est proche de 1 degré. Et effectivement, on peut l'expliquer entièrement par nos activités. Je terminerai sur ce point, quand même, ce qui est important, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment le climat que les modélisateurs avaient envisagé dès les années 80. Quand on regarde les premiers rapports du GIEC, aussi bien en termes de rythme de réchauffement climatique, de dixièmes de degré par décennie, d'élévation du niveau de la mer qui en fait s'accélère, d'amplification du réchauffement climatique dans les régions polaires, qu'on voit et qui aussi se poursuit, et puis par exemple de la perception d'événements extrêmes de plus en plus fréquents ou intenses, cela dépend des événements extrêmes que l'on regarde. En fait, je dirais, le constat que les modélisateurs du climat ont correctement appréhendé 30 ans à l'avance, 40 ans à l'avance, l'évolution de celui-ci doit nous inciter, et c'est ça qui est important pour le moment, à leur accorder notre confiance. Ils ont à vraiment nous inviter à regarder ce que nous attendons pour les 30 prochaines années au-delà. Ce que ça signifie, Jean, c'est qu'on peut se fier, et c'est peut-être une mauvaise nouvelle, au scénario du GIEC. Et ces scénarios, quels sont-ils pour 2030-2050 ? Qu'est-ce qui risque de changer à l'échelle globale ? Et à quoi ressemblerait finalement le climat planétaire du monde d'après ? Alors, il y a effectivement, Julien, 2 échelles de temps intéressantes. Enfin, je vais un peu simplifier. À l'échelle de temps, par contre, climatologue, les 2-3 prochaines décennies, allez, jusqu'à 2040-2050. Eh bien, à cette échelle de temps, le réchauffement climatique est pratiquement joué. C'est-à-dire que il est assez indépendant des quantités de gaz à effet de serre qu'on va ajouter dans l'atmosphère au cours de la prochaine décennie et des 2 prochaines décennies. Tout simplement parce que ce sont les gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère qui nous emmènent vers un réchauffement. Ils nous emmènent vers un réchauffement de façon quasi inéluctable. En France, nous sommes sur un rythme de 3 dixièmes de degré par décennie actuellement, depuis 5 décennies, et il va se poursuivre, peut-être s'accélérer. En France, grosso modo, d'ici 2040-2050, par rapport à la décennie 2010, par rapport à ce que nous avons vécu au cours de cette décennie, eh bien, nous aurons de l'ordre de 1 degré supplémentaire. Alors, 1 degré supplémentaire, ça dépend des saisons, des régions, mais c'est de l'ordre de ça. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment perceptible, ça sera un climat différent de celui d'aujourd'hui auquel on ne peut pas échapper. C'est important, donc nous y reviendrons, de s'y adapter. Et pour l'après 2050, en particulier pour la fin de ce siècle, mais les jeunes d'aujourd'hui sont encore là, on ne parle plus des générations futures, mais des jeunes d'aujourd'hui, eh bien, tout dépend de notre comportement au cours de cette décennie 2020-2030 et des suivantes. Si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, et quand même c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous ne faisons pratiquement rien depuis 50 ans d'efficace, on a doublé nos émissions, eh bien nous irions vers un réchauffement de 4 à 5 degrés en moyenne globale. C'est énorme, là, c'est vraiment très très important. C'est l'équivalent de ce que notre planète a connu depuis le dernier maximum glaciaire, un climat complètement différent de celui d'aujourd'hui, mais de façon 50 fois plus rapide. Il faut bien voir. Alors ça, c'est ne rien faire. On pourrait parler des conséquences, mais clairement, ce n'est pas la peine d'en parler. Ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. C'est très clair. Donc les conséquences, et dans tous les domaines, seraient très importantes. Alors ce qu'il faut faire, on le sait. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est l'esprit de l'accord de Paris. L'esprit de l'accord de Paris, c'est maintenir le réchauffement climatique. Alors,
on parle au-delà de 2 degrés par rapport au pré-industriel. Oublions ce jargon, 1 degré de plus qu'aujourd'hui, que la dernière décennie, 1 degré supplémentaire. Donc, vous voyez, on l'aura déjà en 2050, en gros. Donc, il ne faudrait pas que ça continue, ou au moins que ça revienne. Ça peut monter un petit peu, mais revenir d'ici la fin du siècle autour de ce qu'on connaîtra en 2050. Eh bien, ça, quelle est l'idée à laquelle j'adhère de l'accord de Paris? L'idée, l'esprit, c'est que, eh bien, on doit prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, que le réchauffement climatique auquel ils feront face de façon inéluctable, eh bien, ne leur soit pas préjudiciable. C'est clair qu'on a une capacité d'adaptation, mais si cette capacité d'adaptation, eh bien, en gros, à partir au-delà de 2 degrés, plus on s'en éloigne, moins on a une capacité d'adaptation. C'est vrai pour la France, je dirais que c'est encore plus vrai pour d'autres pays de la planète. Pardon. Surtout que 2 degrés en moyenne, Jean, ça signifie qu'il peut y avoir vraiment des écarts considérables selon les endroits de la planète dont on est en train de parler. Et certains peuvent vraiment se retrouver dans des conditions extrêmes dans ces scénarios. Alors, oui, il y a des conséquences, par exemple, des conséquences qui sont importantes et d'ailleurs qui font que ces 2 degrés, du point de vue du climatologue, il serait mieux de limiter à 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire 1,5 degré. Par exemple, au-delà de 2 degrés, eh bien, il y a un risque pratiquement qu'on ne puisse pas garder ces récifs coralliens qu'on a, qui sont bien sûr compris dans des pays ultramarins pour la France, extrêmement importants à la fois au point de vue de la biodiversité, du tourisme, des ressources halieutiques. Eh bien, pratiquement au-delà de 2 degrés, ces récifs coralliens disparaîtraient complètement. Donc, c'est quelque chose, parce qu'il y a aussi l'acidification de l'océan. Un autre point, c'est que les pics de chaleur, les pics de chaleur, c'est-à-dire les vagues de chaleur qui sont ponctuelles, bien sûr c'est l'été, ça peut durer 2 ou 3 jours dans un territoire donné. On a eu un record en France de près de 46 degrés dans le Languedoc quelques jours l'été dernier, enfin l'été de l'an dernier, pas l'été dernier. Eh bien, les pics de chaleur, leur intensité augmente entre 2 et 3 fois plus vite que la moyenne. Et il y a aussi une amplification, disons par exemple dans l'est de la France, il fera 1 degré en moyenne globale, c'est plutôt près de 1,5 degré dans certaines régions continentales, plus on va vers le continent. Donc oui, on pourrait atteindre, disons, ça pourrait être des pics de chaleur de 3 à 4 degrés plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui, et avec évidemment cette influence de ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Donc il y a des conséquences qui sont importantes, l'élévation du niveau de la mer. On n'échappera pas en tout état de cause à 40-50 cm supplémentaires. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est un chiffre qui est paru récemment. À partir de 2050, eh bien, l'élévation du niveau de la mer en France serait telle que chaque année, de l'ordre de 1 million d'habitants de nos concitoyens dans les régions côtières seraient, disons, submergés. Alors, ça peut être submergé 2 ou 3 jours de l'année, mais disons, la conjonction de grandes marées, de tempêtes, ferait que eh bien, ça toucherait en moyenne chaque année 1 million d'habitants. Disons, 1 degré de plus, c'est aussi des problèmes de santé, c'est aussi des problèmes, bien sûr, et c'est important, les problèmes de ressources en eau. Ça, c'est très important. Même des régions, prenons le nord de la France, nous y sommes aujourd'hui. Eh bien, dans la partie nord de la France, on n'envisage pas de changement important des précipitations en valeur moyenne. Simplement, en valeur moyenne, peut-être des changements saisonniers, peut-être moins de précipitations l'été, plus l'hiver qui deviendrait plus doux. Mais malgré cela, eh bien, le débit des fleuves et des rivières, et j'y reviendrai, c'est le cas du Rhin, quand on regarde sur Strasbourg et ses régions, eh bien, le débit des fleuves et des rivières serait diminué de façon importante. Par exemple, dans le bassin Seine-Normandie, de 10 à 40%, et encore plus l'été. Pourquoi ? Eh bien, parce que même à précipitation en moyenne constante, 1 degré de plus, c'est plus d'évaporation, et il y a moins d'eau disponible disons à la surface. Donc, il y a des conséquences. Il y a bien sûr des conséquences donc, sur les ressources en eau, des conséquences sur la viticulture. Donc, 1 degré de plus, ça change les pratiques viticoles. Bien sûr, la profession le sait, sur l'agriculture, sur les territoires. Donc, même 1 degré, c'est quelque chose avec des conséquences, en tout cas visibles, auxquelles on peut s'adapter, je pense, pour l'essentiel.
Mais par exemple, nos concitoyens, disons, proches, dans des régions où le niveau de la mer est, dont il y a une certaine vulnérabilité, ils prendront 50 cm en tout état de cause, même dans le cas d'une limitation à 1 degré d'ici la fin du siècle. Donc, les conséquences sont là, mais l'idée, c'est de les limiter et de s'y adapter. Mais pour cela, eh bien, il y a urgence. Alors, vous évoquiez, Jean, le Grand Est, la région, le nord de la France. Est-ce que justement les modèles mathématiques, scientifiques du GIEC, dans les projections, arrivent à affiner des scénarios qui vont jusqu'à nous dessiner à quoi ressemblerait le territoire? Vous avez donné quelques éléments, mais du Grand Est et peut-être même une eurométropole comme Strasbourg, en termes de température, de précipitation, phénomènes climatiques extrêmes, etc. Est-ce qu'on peut aller très loin dans la finesse des modèles? Oui, bien sûr, on a disons, déjà, il y a eu beaucoup d'améliorations sur les progrès par rapport au premier modèle. Je vous ai dit que les premiers modèles étaient, disons, pas dans les détails, mais vraiment dans le rythme de réchauffement, vraiment, et c'était bien prévu. Ces modèles ont fait énormément de progrès, d'ailleurs, ils sont aussi beaucoup plus consommateurs en calcul, et les mailles de ces modèles sont vraiment relativement fines, mais maintenant, y compris des modèles à l'échelle globale. Et on va voir toute une série de résultats dans le prochain rapport du GIEC, qui sera publié l'an prochain, qui nous diront plus de détails que nous en avions dans le 5e rapport du GIEC. Mais déjà, disons, certains de ces modèles ont déjà livré leurs résultats. Et par exemple, des points qui peuvent être, pour moi, des points importants par rapport à la région du Grand Est, c'est un peu ce que j'ai déjà évoqué, mais qui est déjà présent. J'étais, je ne sais plus, à une conférence récemment, je ne sais plus, donc on m'a dit que donc voilà, disons, une rivière du Grand Est avait été à sec l'été dernier, donc parce que c'était la première fois que c'était là. Donc par exemple, le débit du Rhin pourrait être affecté, hein, donc on le voit déjà, et ça c'est quelque chose d'important pour, bien ne serait-ce que pour le transport fluvial, donc peut-être plus de sécheresse, hein, donc voilà. Ces problèmes d'îlots de chaleur dans des villes comme Strasbourg, avec alors à 1 degré, ce serait pour être à horizon 2050, on pourrait avoir on dépasse déjà 40, on pourrait flirter disons, facilement avec les 45 degrés l'été à Strasbourg, centre-ville, avec les îlots de chaleur urbains. Bien sûr, avec 3 degrés de plus, on flirterait plutôt avec les 50 degrés, hein, 3 ou 4 degrés de plus, mais même si on limite à 2050. Donc ce sont quand même des conséquences extrêmement visibles sur les paysages. Les écosystèmes seraient affectés. Par exemple, des forêts, s'il y a des sécheresses 3-4 années successives, elles sont quand même mises à mal. Des arbres aussi, hein, disons, des arbres fruitiers, hein, disons. Voilà, donc il y a beaucoup de conséquences aussi sur l'agriculture, la viticulture. Donc c'est un pays viticole. Et voilà, donc les conséquences sont là. Il n'y a pas une vulnérabilité très forte par rapport à d'autres régions. C'est peut-être plus difficile encore, les régions du pourtour méditerranéen, et d'autres encore, par le mot, beaucoup plus difficiles, mais chaque région a des vulnérabilités. Et le Grand Est, donc une transformation complète qui nous attend des écosystèmes et de fait potentiellement de nos modes de vie. Il va falloir s'adapter. Est-ce que on parle de consommation aussi ce soir. Est-ce que nos actes de consommation peuvent nous aider dans nos choix à corriger ce tir étroite, et tenter d'optifier le tir à travers une consommation peut-être plus responsable? Avons-nous le temps? Oui, Julien, avons-nous le temps? Donc, j'ai essayé de donner quelques chiffres, pas trop, mais soyons optimistes. Alors, disons que nous mettons sur une trajectoire où nous allons réussir à préserver pour la deuxième partie du siècle un climat qui ne sera pas plus chaud que les 2 degrés dont on parle. Ça n'a pas plus d'1 degré qu'aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Pour cela, eh bien, à l'échelle planétaire, il faut diminuer nos émissions d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 90, arriver à neutralité carbone pour 2 degrés, disons 2060-2070. Alors, les bonnes nouvelles, quand même, il y a de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est quand même qui sont relativement récentes. Évidemment, l'élection de Donald Trump a été une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que la Chine
vient d'annoncer neutralité carbone à horizon 2060, l'Europe 2050, Joe Biden l'annoncera à horizon 2050, la Corée, le Japon, d'autres pays également. Il y a pratiquement les 2 tiers des émissions. Disons, les pays qui ont annoncé une neutralité carbone compatible avec les 2 degrés, il y a 2 tiers au moins des émissions. C'est pas rien. Il y a d'autres pays développés plus rapidement, mais dans les annonces, on peut avoir un certain optimisme. Restons optimistes. Oui, restons optimistes, mais le problème, c'est que quand on parle de neutralité carbone, en 2050, c'est pas en 2040 qu'on doit s'y mettre, c'est aujourd'hui. C'est ça la difficulté, y compris dans notre pays. C'est bien ça l'objectif de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai eu la chance d'y participer de l'intérieur au titre du comité de gouvernance. Je pense que les propositions faites par les citoyens sont extrêmement porteuses et on arrive. Quelles sont les propositions? Elles sont largement, justement, autour de la consommation. C'est clair, bien sûr, de façon très bien documentée, et c'était l'organisation de la Convention citoyenne, se loger, se nourrir, se déplacer, nos gestes de tous les jours. Ce sont plus de 60% de nos émissions. Donc on voit bien que s'il n'y a pas une sobriété, alors bien sûr il y a des développements technologiques, il faut aller vers une neutralité, une société sobre en carbone, il faut bien sûr aller vers les énergies renouvelables. Bon, après il y a cette discussion aussi entre renouvelables et nucléaire, en tout cas il faut aller vers des systèmes de production d'énergie non émetteurs de gaz à effet de serre. Tout ça, ça fait rapidement, mais je ne crois pas que l'efficacité énergétique, les développements technologiques seront suffisants. Il faut aussi de la sobriété. Je ne crois pas que nous atteindrons ces objectifs. Et c'est là qu'on arrive aux aspects consommation. J'étais ce matin avec des publicitaires qui réfléchissent au futur de leur métier. Donc il y avait aussi une participante à la Convention citoyenne. C'est clair, de quoi on parle? Eh bien, on parle de consommation, je dirais, agriculture, alimentation, donc c'est quand même notre vie de tous les jours, de consommation en termes de déplacement, de consommation globale. Malgré votre travail au sein du GIEC, les engagements forts de la COP21, on évoquait le fait que la France ne s'inscrit pas pour l'instant dans une réduction suffisante de ses émissions de gaz à effet de serre pour maintenir les températures en dessous de la barre, si j'ose dire, fatidique des 2 degrés à partir de laquelle tout le monde va se transformer complètement. Vous nous l'avez décrit avec précision. Le Conseil d'État vient de demander à l'exécutif, dans une décision inédite du 19 novembre dernier, de justifier que la trajectoire de réduction à l'horizon 2030 pourra bien être respectée. Qu'en pensez-vous? Oui, d'abord sur ce consensueux, je pense que c'est une étape importante. Ça vient de Damien Carême à la Grande Sainte. Et l'intérêt de ce contentieux, c'est que le lien entre l'élévation du niveau de la mer, il y a une réelle vulnérabilité de ces régions par rapport à l'élévation du niveau de la mer et le réchauffement climatique, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le Conseil d'État n'a pas fait appel à la communauté scientifique pour le justifier. D'ailleurs, on a reçu le rapporteur du Conseil d'État au CESE mercredi dernier. Il a été très clair et là, c'est une étape importante. Alors, je pense que l'État aura un peu de mal à justifier puisque l'État lui-même, sur son site, on peut aller le voir, dit qu'il faudra multiplier par 3 le rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre de notre pays pour respecter les objectifs à l'horizon 2030. C'est d'ailleurs la mission disons, de la Convention citoyenne sur le climat était vraiment de proposer des mesures pour que la France accélère. Et j'ajoute quand même que là, on ne tient compte que des émissions sur le territoire national, pas de l'empreinte écologique qui, elle, augmente. Mais le problème, me semble-t-il, actuellement, c'est que les propositions de la Convention, les recommandations de la Convention des citoyens n'ont été retenues, mais pas réellement, pas suffisamment, de façon suffisamment sérieuse pour qu'on respecte l'objectif des 40%. Et je crains vraiment que la neutralité carbone en 2050, nous ne nous mettions pas sur cette trajectoire. Par exemple, il est facile de montrer que si un investissement aujourd'hui
qui sera encore opérationnel en 2050, eh bien, si cet investissement s'inscrit dans un, disons, comme émetteur de gaz à effet de serre, il ne faut pas le faire. Hein. Donc c'est très simple, il y a plein d'investissements qui le sont. Voilà, donc je pense que l'État aura des difficultés à montrer qu'il est sur la bonne voie. Donc des difficultés, ça c'est clair, et pourtant, et plutôt également, avec la Convention citoyenne sur le climat, il y a près de 200 000 citoyens qui viennent sous l'impulsion de Cyril Dion. Vous savez, Jean, le réalisateur du film Demain, c'est lui qui a soufflé à l'oreille du président Macron l'idée des 150 et de sa convention. Et là, ces 200 000 citoyens viennent de signer une pétition pour demander de sauver les décisions. On voit que petit à petit, comme dans un château de cartes, elles tombent les unes après les autres. Comment, selon vous, les citoyens peuvent-ils faire respecter les engagements de la France en matière climatique ? Oui, c'est une véritable déception parce que moi, j'ai suivi la Convention citoyenne et clairement, le président avait parlé de sans filtre. En fait, il y a un détricotage des propositions des citoyens qui est extrêmement décevante. Et les citoyens que je rencontre, puisque bien sûr, aujourd'hui même, sont déçus du sort réservé à leurs propositions. Je n'en prendrai qu'une, par exemple, pour montrer que celle de malus, la proposition d'un malus sur les véhicules les plus lourds, qui est tout à fait raisonnable. Il avait donné comme limite 1,2 tonne, c'est-à-dire pas mal de véhicules, des SUV, y aurait été vraiment astreint. Et l'État va prendre cette notion de malus, mais en mettant, je crois, 1,8 tonne, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'1% des véhicules qui seront sujets. Ça veut dire qu'on se moque des citoyens. Hein, donc évidemment, c'est un peu comme l'écocide, d'ailleurs, qui a été annoncé. L'écocide qui a été annoncé par Barbara Pompili n'a rien à voir avec l'écocide tel qu'il était envisagé par les citoyens. Donc voilà, derrière tout cela, il y a un détricotage, et c'est d'ailleurs le point de départ de la pétition mise en avant par Cyril Dion et effectivement signée déjà par 200 000 personnes. Donc voilà, parce que c'est ça, il y a un détricotage très clair et il aurait fallu que toutes les propositions des citoyens soient prises en compte, y compris, je le dis assez souvent, la limitation à 110 km sur autoroute pour que la France ait des chances de respecter ses objectifs à horizon 2030. Et oui, donc là, pour l'instant, comme vous le dites, Jean, les mesures tombent les unes après les autres. Alors, sauver le climat, cela passe donc peut-être par des mesures à l'échelle européenne. Comme lanceur d'alerte, vous vous êtes engagé politiquement dans le parti Nouvelle Donne, ainsi qu'aux dernières élections avec Anne Hidalgo. Vous avez coécrit pour éviter le chaos climatique et financier avec le député européen Pierre Larouturou. Dans cet ouvrage, vous évoquez le pacte finance-climat, ou comment mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. Ce texte a été signé par 260 députés, ce n'est pas rien. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce pacte qui pourrait peut-être, lui, faire bouger vraiment les lignes et éviter de tels revirements comme ce dont on parlait avec la Convention citoyenne ? Oui, l'idée de ce pacte est effectivement de Pierre Larouturou, qui, bien sûr, je l'ai accompagné, on est parti avec cette initiative, sans plus vraiment sur le côté climat, mais je dirais que l'idée, elle est bien de Pierre. Alors l'idée, elle part d'un constat. Elle part d'un constat qui est d'ailleurs celui de la Cour européenne des comptes, c'est que pour que l'Europe réussisse sa transition énergétique, en tout cas, tienne ses engagements en matière de climat, eh bien, il faudrait investir plus de 1 000 milliards chaque année. On parle de 1115 milliards, la Cour européenne des comptes. C'était notre slogan au départ. Je me souviens de notre première tribune dans Ouest France, il y a au moins 5 ou 6 ans. Maintenant, j'ai peut-être 2015. On a mis 1 000 milliards pour sauver les banques. Ça, c'était en 2009, 2008-2009. On peut bien mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. Donc, l'idée, c'est que pour sauver le climat, il faut investir. Alors, ces investissements, quand on parle de 1 000 milliards, ce ne sont pas des investissements supplémentaires. Il y a déjà pas mal d'investissements qu'on peut inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Au niveau de l'Europe, il faudrait 260 milliards, entre 250 et 300 milliards supplémentaires chaque année. Alors, je reviens au niveau de la France, parce que c'est peut-être une mesure qui nous est plus familière. Au niveau de la France, actuellement, je dirais qu'on investit sur ces lignes, je dirais climat, à peu près 60 à 80 milliards chaque année. Les chiffres varient, mais ce que
ce sur quoi tout le monde s'accorde, le Haut Conseil pour le climat, on a fait aussi un avis au CESE, c'est qu'il faudrait en France 20 milliards supplémentaires chaque année pour réussir la transition. 20 milliards supplémentaires chaque année, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'on met sur la table actuellement pour faire face à la crise économique liée à la pandémie. Alors, bien sûr qu'il faut y faire face, c'est pas ce que c'est pas ça, mais on voit bien que c'est possible. C'est pas l'investissement, mais au niveau européen, c'est quand même cet investissement qu'il faut mettre en musique. Donc, l'idée, la proposition est de créer une banque européenne pour le climat. Et d'ailleurs, la Banque européenne d'investissement se proclame pratiquement déjà Banque européenne pour le climat. On a le Green Deal, mais tout cela, c'est pas quand même pour le moment à la hauteur de l'ambition de Pierre. Et chacun sait que Pierre est rapporteur du climat. Il a fait cette grève de la faim qui vient de terminer. Je le verrai demain, d'ailleurs, Pierre. Il a perdu 10 kilos, voilà, j'ai discuté avec lui hier. Voilà, mais cette approche est très claire. Mais bon, c'est vrai qu'entre le pacte finance-climat tel que nous le proposions avec Pierre il y a 5 ans et le fait que Pierre soit au Conseil, ça fait avancer les choses, mais il se rend bien compte aussi de la difficulté. Disons, bien sûr, par exemple, le Green Deal lui-même, c'est grignoter, mettre en place ce qu'il faut mettre en place au niveau européen pour relancer l'économie, rogne clairement sur ce qui était un peu envisagé par Ursula von der Leyen dans son Green Deal pour aider le climat. C'est clair que là, c'est très difficile. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire parce que ce sont des créations d'emplois. C'est pour ça que je pense que le dynamisme économique passe par la transition. Ce sont vraiment des pays, des grands pays ou des régions comme l'Europe qui font cette transition, qui réussiront économiquement, pas simplement écologiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine a annoncé cette neutralité carbone à horizon 2060, parce que les Chinois savent que c'est ça qui sera le moteur de leur économie. Donc, il faudrait que nous fassions de même au niveau de l'Europe, et pour ça, il faut investir. Ils ne sont pas forcément dans une logique de sobriété, les Chinois, pour le coup. Oui, ils ne sont pas dans une logique de sobriété. Je lisais encore aujourd'hui, je crois que les Chinois souhaitent, Xi Jinping souhaite, créer une vraie classe moyenne. Donc, il y a encore, en particulier dans les territoires, dans les campagnes, beaucoup de Chinois qui sont vraiment pauvres. Tel que le dit Xi Jinping, d'éliminer vraiment cette pauvreté et de créer une classe moyenne, y compris au fin fond des territoires chinois. Et ça, effectivement, c'est symbole de consommation. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre en 2020, elles ont repris à la hausse en Chine, pas dans les autres pays. Il y a beaucoup de retard par rapport à 2019. Elles ont déjà repris à la hausse en Chine. Donc oui, c'est de la consommation. Mais il y a aussi des paris technologiques. Alors, on verra comment ils font. Il est assez probable qu'ils vont parier évidemment sur le renouvelable parce que c'est beaucoup de développement économique. Il est aussi probable qu'ils vont utiliser pas mal de nucléaire, mais je pense qu'un système énergétique, clairement, sobre en carbone, ils y arriveront en 2060. Ça, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, bien sûr, il y a la partie agriculture, la riziculture, par exemple, le riz, ça émet des gaz à effet de serre, donc c'est voilà, moi je pense que c'est quand même, il faut prendre au sérieux leur annonce et je pense un système économique décarboné en Chine à horizon 2060 est tout à fait envisageable et c'est clairement ce qu'ils envisagent. On verra le prochain plan qui va être mis en place, mais je crois qu'on peut accorder un certain crédit à cette annonce. C'est techniquement possible en tout cas et économiquement porteur. Économiquement porteur. Merci Jean Jouzel pour ce premier temps d'échange. Du global, on va revenir encore un petit peu au local. Avant le dialogue avec Madame Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, une petite réaction en studio avec Francis Kern, qui est universitaire et économiste et fervent défenseur du commerce équitable. Il vous a écouté, Jean. Quel autre modèle de consommation face à ce contexte climatique? Monsieur Kern, vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez écouté Jean Jouzel avec attention. Quelle est votre réaction et réponse à cette question? Non, mais je remercie Jean Jouzel pour la clarté, la précision de l'exposé, de vos questions. Mais en fait, sur la question que vous voulez poser, c'était celle aussi de la consommation. Consommation responsable. Et vous en avez dit un mot avant sur la logique de sobriété. Et moi, je voudrais poser la question suivante à Jean Jouzel dans un premier temps.
j'ai été très consterné. Mardi soir, il y avait la face cachée des énergies vertes dans l'émission Théma d'Arte. Et il nous expliquait, je ne sais pas, si effectivement, en luttant contre les gaz à effet de serre au niveau de l'automobile, que l'automobile électrique était d'abord et avant tout une opportunité d'investissement pour les grandes compagnies automobiles et que les effets aujourd'hui sont délétères, que ce soit le graphite, on a vu l'émission en Chine, pollution des eaux et sur des dizaines de kilomètres autour des lieux d'extraction des poussières de toutes sortes, sans parler du lithium qui commence à faire ses ravages, comme on le sait, dans le trio, dans le Bolivie, Argentine et Chili. Donc c'était juste de se dire, est-ce que oui ou non, là, parce qu'on est dans la consommation, on ne cesse de nous dire, la voiture électrique, c'est vraiment une manière de réduire les émissions, ou alors, l'autre remarque qui a été faite, c'est de dire d'abord et avant tout la sobriété. Oui, enfin, je suis très clair là-dessus. On n'y arrivera pas sans sobriété. Je pense qu'il faut aussi de l'efficacité énergétique et qu'il faut aussi, je crois quand même, enfin bon, nous avons acheté une Zoé. Alors il paraît qu'il n'y a pas de terre rare dans la. Il faut que je vérifie quand même dans la. On va vérifier, batterie de la Zoé. J'ai lu ça, mais il faudrait que je vérifie. Donc, mais c'est un vrai problème. J'ai entendu parler de ce documentaire que je n'ai pas regardé. Moi, les énergies. Enfin bon, il y a aussi ce débat actuellement sur les voitures hybrides, et ça, donc, qui est vraiment d'actualité sur les 2 derniers jours. Alors, pour l'électrique, je pense quand même que c'est sain. Mais bien sûr, le développement on peut aussi parler de la filière hydrogène qui n'a pas le défaut, enfin moins peut-être de défaut en termes d'utilisation de certains matériaux, terres rares ou autres métaux, disons, rares. Mais je pense que le développement du renouvelable, et c'est là que je pense, enfin, vraiment l'innovation a un rôle important à jouer. Un développement du renouvelable ne peut il y a vraiment, disons, 3 conditions. C'est vraiment où la recherche et l'innovation peuvent jouer un rôle, c'est le fait que justement on puisse se défaire de l'utilisation de métaux difficiles, enfin de matériaux, de métaux, terres rares difficilement accessibles, et actuellement ce n'est pas encore le cas. Ensuite, il y a tout le problème de la fin de vie, de la pollution, et bien sûr il y a le problème du coût. Donc c'est pour cela, et il y a quand même un plan batterie ambitieux en Europe, c'est ça le objectif, c'est d'être à l'échéance de quelques années capable de produire des batteries alors qui disons, vraiment répondent à ce triple objectif d'utiliser d'être sobre dans leur utilisation de matériaux divers et d'être facilement disons réutilisables, ou en tout cas en fin de vie sans trop de pollution. C'est tout cela, et ça c'est quand même il y a des travaux de recherche de se poursuivre, il y a déjà eu des progrès, c'est pareil pour les panneaux solaires par exemple qui ont énormément progressé. Voilà ça, mais la sobriété, je ne crois pas qu'on y arrivera, ceci étant, la simple efficacité, la simple décarbonation de notre économie ne sont pas suffisantes. Il faut, je crois que pour atteindre en France ces objectifs, il faut une sobriété sur nos déplacements, sur l'ensemble, et je crois que c'est enfin moi, bien sûr, c'est peut-être difficile pour notre génération de dire ça vis-à-vis des jeunes. Je pense qu'on peut inscrire un développement, disons, sobre dans un développement harmonieux de civilisation. Donc oui, on n'échappera pas à... si on veut réussir, il y a une part de sobriété à mettre en œuvre et assez rapidement. La sobriété, donc. Peut-être un dernier mot, Francis Kern, par rapport à cet autre modèle de consommation à mettre en place dans ce contexte climatique en 1 minute avant de passer la parole à Madame Barseguian. Dans le domaine du commerce équitable, puisque c'était l'objet de votre interrogation, c'est clair que dans notre soutien aux agricultures paysannes, dans les pays du Sud qui sont effectivement protectrices de l'environnement, aujourd'hui on veille à ce que l'agroforesterie fasse partie, les cultures d'une polyculture importante et non pas de monoculture, je veux dire, et qu'aujourd'hui on a étendu ces principes du commerce équitable pour une agriculture, c'est d'ailleurs dans la loi de 2014, pour des entreprises solidaires dans les pays du Nord, ce qu'on appelle le commerce équitable Origine France. Et lui, il avance aussi rapidement. Et du coup, ce sont les mêmes principes de soutien et de garantie aux producteurs. Ça, c'est sur la démarche que vous soulevez sur un commerce équitable qui soit aussi en lien direct avec une consommation responsable. Et je dirais pour finir que donc chaque fois
Là, c'est dans le domaine agroalimentaire, non pas dans le choix de son automobile, si elle doit être hybride ou pas, mais dans le choix dans l'agroalimentaire. Chaque fois que vous achetez un produit, vous pouvez veiller à ce qu'il soit effectivement bio et équitable. Et c'est donc un acte citoyen qu'on peut faire chaque fois qu'on fait ses courses. Et là, aussi bien pour des produits venant du Sud que pour des produits aujourd'hui venant plus proches de chez nous, locaux, bio et équitables. Merci Francis. Simplement, je suis vraiment en phase avec cela et aussi avec le potentiel de l'énergie, de l'économie sociale et solidaire, c'est clair. Et tout cela, je suis vraiment très en phase avec cela, bien sûr. Et merci beaucoup de votre investissement. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce premier temps. Maintenant, je vais laisser la parole à Madame Barseguian, maire de Strasbourg. C'est le dialogue entre Jean Jouzel et Jeanne Barseguian. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Donc, évidemment, on est à Strasbourg. Quelle réponse politique mettez-vous en œuvre pour répondre à ce contexte d'urgence climatique? Vous l'avez déclaré à nombreuses reprises, c'est votre priorité, l'urgence climatique. Comment se traduit-elle dès à présent et va-t-elle se traduire dans les mois et années à venir ici à Strasbourg? Alors oui, c'est une priorité, c'est la priorité de ce mandat. C'était d'ailleurs un slogan important de plusieurs acteurs associatifs pendant la campagne des municipales, de dire c'est le dernier mandat pour le climat. Et je crois qu'en disant cela, c'est à la fois de marquer cette urgence et de marquer aussi qu'il nous reste peu de temps, mais que justement on peut agir dans les prochaines années et que ces prochaines années qui sont devant nous, elles sont absolument décisives. Donc le fait de déclarer l'état d'urgence climatique dès l'installation de la nouvelle municipalité, dès le premier conseil d'installation du conseil municipal de Strasbourg, c'était de marquer cette priorité en disant pour l'ensemble des projets que nous allons mener, eh bien, nous allons systématiquement les passer au prisme du climat et faire en sorte de réduire notre empreinte climatique et surtout de lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça demande de mobiliser l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'il y a aussi derrière cette déclaration et cet appel, c'est de dire on n'y arrivera pas seul, collectivité publique. Évidemment qu'on a des leviers et des gros leviers et on va les actionner, mais on a besoin que l'ensemble du territoire soit partie prenante de ce changement. En fait, c'est une vraie transformation sociétale dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Donc il faut que les entreprises soient dans la boucle, il faut que les citoyens soient dans la boucle, les associations, les administrations et évidemment l'ensemble des pouvoirs publics. Votre réaction, Jean, face à ces propos D'abord, bonsoir Madame Barseguian. On a eu le plaisir d'échanger à Tours il y a quelques mois autour de ces problèmes climatiques. Donc oui, moi, d'abord, merci de votre investissement au niveau strasbourgeois. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Quand on regarde les grandes métropoles, eh bien, c'est quand même 70% au niveau planétaire, peut-être pas pour la France, mais c'est aussi important, 70% des émissions de gaz à effet de serre, à peu près 70% de la consommation d'énergie. Donc, beaucoup se joue dans les métropoles comme celle dont vous êtes en charge, donc la ville de Strasbourg. Donc, il faut absolument s'investir. Et bien sûr, je n'ai surtout pas de conseils à vous donner ni de leçons, mais je sais que vous le faites aussi bien à travers la mobilité que, bien sûr, là aussi les circuits, disons les circuits courts. Et voilà, donc moi, je suis complètement en phase. Je me suis investi, comme vous savez peut-être, auprès d'Anne Hidalgo, avec aussi cette même idée que c'est très important disons, que les métropoles soient leaders dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc merci beaucoup. Deuxième question, Madame Barseguian. En matière de consommation, sujet fort de ce soir, comment se traduit votre réponse politique pour tenter de la réorienter? Consommer moins, consommer mieux, sobriété, circuit court, comme l'a évoqué Jean Jouzel, commerce équitable, comme le soulignait Francis Kern. Voilà, allez, donnez-nous un petit peu votre champ d'action en matière de consommation responsable. Oui, je commencerai aussi par adresser mes remerciements à Jean Jouzel parce qu'il a accompagné très fortement le plan climat de l'Eurométropole de Strasbourg les dernières années. Et donc, je suis assez heureuse de pouvoir, prendre la suite et assurer la continuité avec ces objectifs ambitieux qui ont été fixés ces dernières années, notamment grâce à lui, et maintenant de pouvoir travailler à les mettre en œuvre. Donc, effectivement, ça va passer par tout un tas d'initiatives
arrive au niveau de nos politiques publiques. En termes de consommation responsable, déjà, puisque ce soir, on inaugure le marché off de Noël, je crois que la première des choses à faire, c'est de s'adresser à l'ensemble des acteurs et des organisateurs du marché off, l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Dans notre ville, on a la chance d'avoir pléthore d'acteurs, d'initiatives autour de la consommation responsable. La chambre de consommation d'Alsace, les représentants de l'économie sociale et solidaire, du commerce équitable, énormément d'initiatives de producteurs locaux, d'artisanats locaux. Donc tout cela, déjà, j'allais dire, c'est la première des choses à faire, et notamment à l'approche des fêtes, même dans cette année particulière, c'est de s'orienter, j'allais dire, vers les acteurs locaux qui sont dans cette démarche de consommation responsable, et donc de fait de cercle vertueux, de sobriété, de soutien à l'économie locale, avec des enjeux sociaux et environnementaux qui sont forts. Donc ça, c'est une première des choses à faire. Et puis ensuite, en tant que ville ou métropole, évidemment, là où on a des leviers, c'est par exemple sur tout ce qui est marché public. On est en train de renouveler le marché de la restauration scolaire. À Strasbourg, quand même, ce sont 14 000 repas par jour pour les enfants de Strasbourg. Donc on n'est pas sur des petites quantités, on est sur des choses très conséquentes. Et donc quand la collectivité se fixe à terme, alors on en est encore loin malheureusement, mais se fixe à terme l'objectif de 100% de bio dans les cantines, de bio local dans les cantines, ça va demander du travail, mais c'est un énorme effet levier. À terme, c'est quoi la date? C'est 2030? Non, pour être précis, parce que là, c'est précis le climat quand même. Hein. Jean-José nous l'a dit précisément. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais justement, c'est intéressant comme question, parce que est-ce qu'on souhaite que ce soit 100% bio en 3 ans? Je vous dis, allez, dans 3 ans, c'est fait, mais ça vient de l'autre bout du monde. Ou est-ce qu'on souhaite que ce soit 100% bio, produit le plus possible localement pour réduire, pour être dans des circuits courts, pour soutenir l'économie locale et aussi améliorer l'aménagement, et auquel cas, malheureusement, ça prendra davantage de temps. Mais l'objectif, c'est effectivement que là, quand je disais les années qui sont devant nous sont décisives, moi je considère que cette décennie 2020-2030, elle doit fixer un cap de transformation profonde. Donc je souhaite en tout cas, là on a 6 ans encore devant nous pour ce mandat, que notamment sur ce volet, on puisse avancer. Une autre manière de le faire, c'est notamment, et de lier social et écologie et consommation responsable, c'est par exemple, on répond à un appel à projet national qui s'appelle Quartiers fertiles, dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers de Strasbourg. Eh bien, on va avoir des zones où on va pouvoir planter, produire localement. Et là, c'est toute une chaîne vertueuse qui permet de créer du lien social, d'améliorer le cadre de vie des habitants et de consommer local. Donc, on a vraiment des leviers très forts pour améliorer cette consommation locale et responsable. Une réaction, Jean Jouzel? Oui, donc tout ça va dans le bon sens. Une des questions, Madame Barseguian, évidemment, en termes de conséquences du réchauffement climatique, qui peut être peut-être, il y a une certaine vulnérabilité aux vagues de chaleur l'été. Donc, est-ce qu'il y a donc une des façons de faire, évidemment, c'est la végétalisation de la ville, mais je suis sûr que vous êtes aussi très partante à Strasbourg par rapport à ces aspects de rendre la vie résiliente par rapport aux vagues de chaleur, par exemple, qui deviendront quand même plus fréquentes, plus intenses. Alors, je suis non seulement partante, mais ça fait partie des premières mesures, bien sûr, nous avons initiées dès le début du mandat. Donc, un plan canopé de végétalisation et de déminéralisation de la ville. Je crois que vous avez bien parlé tout à l'heure de l'enjeu dans nos métropoles des îlots de chaleur. Quand on sait que dans notre ville, en 2050, on nous prédit des pics de chaleur autour de 55 degrés, on imagine bien que si on n'adapte pas dès maintenant notre ville, eh bien, elle sera tout simplement invivable. Donc, c'est une responsabilité énorme, et donc on commence dès aujourd'hui, on commence évidemment par les jeunes générations, on commence par les cours d'école et on déminéralise, on a déjà commencé à déminéraliser et à revégétaliser un certain nombre de cours d'école. Je trouve que le symbole est beau parce qu'il y a aussi un aspect pédagogique très fort, et puis en emmenant
les élèves, les enfants, on emmène aussi les parents, le corps enseignant, et puis finalement on a envie de réaménager le quartier qui est autour de l'école avec des rues scolaires où on va venir justement à l'école à pied ou à vélo, et finalement on emmène les personnes autour d'un projet assez positif. Donc bien évidemment, je crois que c'est peut-être même l'enjeu majeur, ça va être de végétaliser et de déminéraliser notre ville. Merci. Sur les énergies renouvelables, Madame Bersédian, je crois que vous avez un objectif fort à l'horizon 2050. Là, pour le coup, c'est très chiffré. 100% énergie renouvelable. Ça va ressembler à quoi, du coup, concrètement ? Oui, c'est ça, 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ça repose évidemment... alors, je vais reprendre ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Ça commence d'abord par la sobriété. C'est-à-dire qu'avant de dire par quoi vous allez remplacer la centrale de Fessenheim, évidemment, c'est une question à se poser. Mais la première des questions à se poser, c'est comment on évite les gaspillages d'énergie. Et donc, je tiens quand même à le dire parce qu'une autre grande priorité de ce mandat, c'est la rénovation thermique des logements et notamment des logements privés. Et donc, on doit rénover, c'est dans le plan climat qu'a parrainé Jean Jouzel, on doit rénover 8000 logements par an. C'est énorme, mais c'est très positif. Ça va améliorer la vie des personnes, ça va baisser leurs charges, ça va permettre de faire travailler les entreprises locales. Donc, c'est la première des choses à faire. Et ensuite, effectivement, on se demande quel type d'énergie on va utiliser. Et donc, on souhaite que cette énergie, elle soit au maximum locale et renouvelable. Donc là, c'est un mix énergétique. On est à côté du Rhin, on a la chance d'avoir de l'énergie hydraulique, mais je crois que Jean Jouzel l'a dit aussi, avec les sécheresses, le niveau du Rhin va baisser, et donc ça peut aussi baisser ses productions d'énergie. Évidemment, on développe aussi le solaire, thermique et photovoltaïque. Il y a en ce moment un grand débat sur notre territoire autour de la géothermie, mais la géothermie profonde, c'est aussi une source très efficace d'énergie renouvelable qui doit permettre d'alimenter nos réseaux de chaleur. Et puis, on développe des choses assez innovantes autour de la récupération d'énergie fatale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises sur notre territoire, des industries qui produisent et qui rejettent de la chaleur dans l'atmosphère. Et en fait, il s'agit d'aller récupérer cette chaleur. On a un très beau projet transfrontalier, notamment, pour aller récupérer la chaleur d'une aciérie qui est côté allemand. Et ça va permettre de chauffer en fait des milliers de logements sur notre territoire. Voilà, donc c'est, j'allais dire, un panel de solutions que nous devons développer. Il n'y a pas une bonne solution. Il ne s'agit pas, quand les gens vous disent on va mettre des panneaux solaires partout, on va mettre des éoliennes partout, non. On va regarder comment est notre territoire, on va commencer par la sobriété, et ensuite on va développer en fonction de nos ressources locales. Une réaction, Jean ? Oui, moi je suis heureux de voir la géothermie est souvent l'oublié des énergies renouvelables, et c'est bien, Mme Bersédian. Il y a aussi, c'est une vallée où il y a du potentiel d'ailleurs quand même, il y a du Lorrain, donc c'est quand même très bien. Quelle sera la part à long terme est-ce qu'il y a une part significative dans cette énergie renouvelable? Quelle est la part envisagée pour la géothermie à long terme? C'est énorme, en fait, justement. Oui, je crois que ça représenterait 40%, si je ne dis pas de bêtises, justement du potentiel d'énergie renouvelable. Et quand je dis il y a un débat, il y a un débat parce qu'il y a des questions de sismicité et donc évidemment de transparence et d'information, de prévention, de protection des populations. Ce n'est pas une technique qui soit tout à fait neutre. Mais quand c'est fait dans de bonnes conditions, c'est vrai que ça nous permet de nous projeter sur des énergies renouvelables pérennes et locales. Oui. Merci. Merci à tous les deux pour avoir échangé sur cette résilience du territoire à laquelle vous travaillez, Madame Bersédian, avec l'ensemble des acteurs. Alors, c'est le dernier temps de cette soirée, cette conférence avec Jean Jouzel. Nous allons désormais passer la parole aux autres acteurs locaux. Je vais revenir vers vous, je vais me retourner vers vous, Francis Kern, puisque vous êtes, outre le fait d'être économiste et universitaire, également président du réseau Colécosol, engagé localement sur le commerce équitable. Oui, et j'en ai parlé tout à l'heure, et d'ailleurs avec Jeanne Bersédian, il y a 2 ans, on a inauguré les premières rencontres nationales des territoires de commerce équitable, puisque la ville de Strasbourg et l'Eurométropole sont aujourd'hui territoires de commerce équitable, ce qui veut dire qu'elles s'engagent sur un certain nombre
domaines à respecter. On vient d'en parler sur les achats responsables, sur les initiatives à prendre en direction des acteurs locaux. Et pas plus tard que hier, on avait dans le cadre de ces rencontres qui ont été faites en distanciel et qui auraient dû se tenir à Saverne, dans la ville de Saverne, on a eu un débat justement sur le rôle des responsabilités sociales des entreprises, de la RSE, dans la transition sociale et écologique sur les territoires. Et dans ce cadre-là, il y avait 2 entreprises de commerce équitable, les Cafés Satie et les Jardins de Gaïa, qui sont engagés à la fois dans les labellisations de RSE, à la fois sur le commerce équitable, sur le mécénat. Et donc, on a des beaux exemples mécénat avec des associations, par exemple avec Libre Objet pour ce qui est des Cafés Satie, qui montre bien les liens qui s'opèrent entre des entreprises du commerce équitable, les structures de l'ESS et le renforcement de ces liens. Je ne vais pas peut-être, j'en ai parlé tout à l'heure, dire que vous laissez mes autres intervenants, et voilà. Tout à fait. On va laisser également la parole aux autres acteurs locaux. On a la chance d'avoir également l'entreprise coopérative Common. Vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour. Rebonjour. On vous a déjà entendu en première partie de soirée. Vous nous avez expliqué l'économie de la fonctionnalité. Alors, en quelques mots, pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous en plateau tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les principes ? On connaît surtout votre entreprise à travers le Fairphone, ce smartphone équitable. Et si j'ai bien compris, l'idée, c'est d'abord de proposer des services et non plus des produits. C'est une autre façon de voir la consommation. C'est exactement ça. Donc, on offre, on propose à nos clients non pas directement un produit, mais de l'usage de ce produit. Et donc, le produit est acheté par la coopérative et possédé par la coopérative. Et donc, les nombreux sociétaires de la coopérative le copossèdent. Et il est loué sur de longues durées, sans option d'achat. L'appareil restera la propriété de la coopérative tout au long de sa vie. On ne transfère pas la responsabilité du déchet, même en fin de vie, à l'usager. Hein. On la conserve, cette responsabilité. Et donc, on offre un certain nombre de services qui visent à faire durer l'appareil le plus longtemps possible. L'intérêt de ce modèle est que l'intérêt économique de la coopérative est de faire durer l'appareil et non pas, comme dans le modèle de vente, qui devienne un déchet le plus rapidement possible. Donc, ce modèle est vertueux, l'intérêt économique coïncide, se rapproche vraiment de l'intérêt écologique. Vous pouvez nous rappeler combien de salariés travaillent au sein de Common et dans combien de pays peut-être ? Alors, pour l'instant, nous sommes modestement implantés à Strasbourg. Hein, c'est déjà bien. On a 3 ans de vie, hein, en réalité. Avant, on avait une petite phase associative, mais ça fait que 3 ans qu'on est une société. Aujourd'hui, on emploie, via notamment de l'alternance, 18 salariés localement. Donc, c'est quand même une assez belle croissance. En réalité, tous ces gens-là, ils passent leur temps à essayer d'aider les gens pour que ces appareils durent le plus longtemps possible, à réparer les appareils, à gérer les pannes, à faire en sorte que les gens ils disposent de leur appareil, à les aider à optimiser leur usage et éventuellement à essayer de s'émanciper des GAFAM en utilisant du logiciel libre sur ces appareils. Voilà. Et ça, c'est un point important, justement, utiliser les logiciels libres, vous venez de le dire. Comment on fait pour essayer, justement, si on souhaite participer à l'aventure et rejoindre les nombreux utilisateurs de Common aujourd'hui, il y a une liste d'attente, ça prend du temps, c'est facile d'avoir un Fairphone ? Oui, c'est très facile. Tout se passe en ligne, en fait. Il suffit de se connecter sur notre site, common.coop, et puis souscrire une location directement. On propose différents appareils, évidemment, mais pour les entreprises aussi, c'est pas plus compliqué. On demande un devis et puis ça se passe. Tout se passe par le courrier, en réalité. Et puis, de façon dématérialisée, on aide les gens au travers du formidable outil qui est le réseau Internet. Est-ce que vous avez chiffré l'impact carbone que vous avez par rapport à un autre smartphone, concrètement ? Alors,
attention, nous, on ne produit pas le smartphone, c'est Fairphone qui produit le smartphone en question. Tout à fait. Donc eux, ils ont fait des études très, très poussées sur les économies de carbone qu'ils font. Nous, on est encore un petit peu jeunes pour malheureusement avoir les moyens de se payer ce type d'études, mais on sait quantifier le temps supplémentaire d'usage que nos clients ont eu par rapport à ceux qui avaient acheté le téléphone, puisqu'il y a un taux d'usage de nos appareils qui est bien supérieur, notamment les téléphones, vous savez, qui finissent dans les tiroirs. Chez nous, ça n'existe pas, en fait. On essaye de faire en sorte que les gens ils utilisent vraiment leur téléphone. Dès qu'ils tombent en panne, on s'en occupe, on les répare, on choisit nos clients pour que ça n'arrive pas. Et donc, les téléphones ne dorment plus dans les tiroirs et on en produit. L'objectif est que beaucoup moins de téléphones soient produits, évidemment. Est-ce que vous aviez une question peut-être pour Jean Jouzel, qui va ensuite réagir aussi à tout ce que vous venez de nous raconter? Ouais, alors ma question, c'est pas du tout ce que j'avais pensé anticiper en fait, mais vous avez parlé de sobriété et d'innovation. Et du coup, comme je travaille dans le numérique, je suis assez intéressé par votre vision du sujet appliqué au numérique. C'est-à-dire que aujourd'hui, le numérique est dirigé par un certain nombre de grands acteurs, Google, Facebook, Amazon, etc., dont l'objectif n'est pas précisément la sobriété, et qui sont considérés pourtant comme des acteurs de l'innovation, voire parmi les entreprises les plus innovantes du monde. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette innovation soit au service de la sobriété? À mon sens, ça passe par essayer de sortir ces grands acteurs du paysage. Mais quelle opinion vous avez là-dessus? Comment faire en sorte de faire rimer innovation et sobriété dans le domaine du numérique? Oui, je constate que vous le faites. Bon, moi, peut-être quelques chiffres, parce que les gens ne sont pas très familiers. Quand même, actuellement, disons que le numérique, l'ensemble du numérique au niveau mondial, c'est 85% de l'énergie, 85% des émissions de gaz à effet de serre. Mais dès 2025, effectivement, si on ne fait pas attention, pour aller vers 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qui augmente. Il y a vraiment deux secteurs qui augmentent très rapidement. Enfin, qui augmentaient, c'était le transport aérien. Là, ça marque une pause. Le numérique n'en marque pas. Mais il y a un regard à avoir par rapport, effectivement, à la consommation d'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre qui sont liées. Comment faire? Moi, d'abord, j'aime bien votre nom. Disons, c'est bien d'avoir choisi Common. C'est l'idée de service à la communauté. Et ça, déjà, ne serait-ce que dans le nom, c'est une démarche qui est effectivement extrêmement important. On discute, ça vient de plus en plus dans les sciences sociales des communs. Donc voilà, comment on met effectivement, et je crois que c'est la démarche que vous avez, de mettre vraiment le numérique au service des gens, au service de la société. Je pense qu'on doit regarder, enfin le numérique ne peut pas continuer à faire comme le font des GAFA et disons, et même les grandes entreprises. Et se fait, sur les mois récents, j'ai fait une conférence, je ne suis pas spécialiste du numérique, mais je suis sollicité, je suis allé chez Orange et cette semaine chez Dassault Systèmes, virtuellement. Mais voilà, donc des gens qui sont dans le numérique et qui se posent vraiment des questions. C'est-à-dire que les questions, disons, le numérique, là je ne parle pas des GAFA, mais quand même de grands utilisateurs comme Dassault Systèmes, se posent des questions sur leur avenir. Et c'est cela qu'il faut faire. D'abord, commencer à se poser des questions. Alors évidemment, il y a aussi la question du streaming. C'est clair, quand on regarde, disons, les iPhones jouent pour une grande partie. Donc c'est bien, disons, quand on parle du numérique et de la consommation d'énergie ou de l'émission de gaz à effet de serre, disons, avec la fabrication des iPhones, effectivement, c'est une partie loin d'être négligeable. Alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais loin d'être négligeable des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Donc, la démarche que vous faites va dans le bon sens, c'est très clair. Donc, merci à Common. Et voilà, j'espère qu'il y a Fairphone aussi, bien sûr, je comprends bien. Merci à Common pour cette belle démarche coopérative en faveur du climat. Et on a également Octopus, l'association qu'on a également déjà entendue, qui lutte contre la pollution plastique. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir.
Alors vous avez expliqué longuement tout à l'heure votre action en faveur de la lutte contre la pollution plastique. Est-ce que vous pouvez en quelques instants nous la rappeler, s'il vous plaît ? Notre action, elle se fait à 2 niveaux. Elle se fait en amont et en aval de la pollution. Donc, c'est-à-dire qu'on va agir directement dans les mers et océans pour organiser des opérations de dépollution et aussi la replantation, la réimplantation de récifs coralliens. Et au niveau local, pour éviter la pollution plastique venant des terres, on va mettre en place des sensibilisations pour expliquer aux gens déjà que le recyclage, même si c'est quelque chose qu'on propose, c'est pas la solution à la lutte contre la pollution plastique, mais c'est bien, comme l'ont dit tous les participants jusqu'à présent, l'éco-conception des produits. Le but, c'est d'arrêter de produire du plastique. Mais effectivement, avec les quantités qu'on a dans la nature à l'heure actuelle, on a pas mal de choses à recycler et à valoriser différemment. Et donc, nous, on propose au niveau local un centre de revalorisation du plastique qui repose sur 4 machines qui permettent de ramener son plastique et de le transformer en objets qui sont utiles directement pour les gens qui les ramènent, en fait. En résumé. Alors, votre question, merci beaucoup pour ce résumé. Votre question, Thomas Kubler, pour Jean Jouzel. Alors, ma question, elle va reposer un petit peu sur la notion justement de sobriété, comme ce que les participants ont posé avant. Mais moi, l'aspect qui m'intéresse plus, c'est l'aspect géographique. C'est-à-dire, pour arriver à une consommation sobre, il est nécessaire de réduire les échanges et le niveau de la consommation. Donc, à quel niveau est-ce que, pour vous, il apparaît plus pertinent de relocaliser les échanges ? Est-ce que pour arriver aux objectifs qui sont fixés vis-à-vis du réchauffement climatique, est-ce que c'est plutôt au niveau régional ? Est-ce que c'est plutôt au niveau d'une ville ? Est-ce que c'est plutôt au niveau des quartiers ? Ou après, je pense que ça va dépendre aussi du type de production dont on parle. Mais à votre sens, qu'est-ce qu'il est plus important de privilégier et dans quel ordre de priorité ça doit se faire vis-à-vis de cette localisation des échanges? Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais bon, d'abord, le point général, c'est clair que la mondialisation, disons les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire, grosso modo, alors je simplifie, une maximisation des échanges n'est vraiment pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. La relocalisation de certaines activités est saine pour la lutte contre le réchauffement climatique, je pense. Et donc l'ultralibéralisme n'est pas non plus compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. On l'avait avec Donald Trump. Donc relocaliser, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'il faut regarder. La relocalisation a un sens, d'autant plus qu'elle crée des emplois. Donc il faut aussi, je pense, l'économie circulaire, par exemple, la réparation dont on vient de parler, ça peut être au niveau très local. Donc la relocalisation de la production agricole, c'est quand même intéressant d'avoir plus d'autonomie au niveau de métropole. Madame le maire l'a évoqué. Donc les circuits courts sont quelque chose qui permettent de relocaliser certaines disons en tout cas au niveau du circuit alimentaire. Si vous parlez quand on va parler de production de batteries, par exemple, ce qui est important, je crois, enfin à mon sens, c'est plutôt au niveau européen. Il y a certains aussi. L'Europe, à mon avis, doit jouer un rôle important. C'est important pour les emplois si c'est en France ou en Allemagne ou en Pologne, certaines activités, mais il est important que l'Europe aussi, parce qu'il faut aussi, il y a forcément des grosses unités et on ne peut pas en avoir beaucoup dans tous les domaines, mais voilà, donc ça dépend vraiment de l'échelle. L'Europe, c'est important, la France, évidemment, c'est important aussi pour les emplois chez nous. Le niveau local est, à mon avis, extrêmement important. Le niveau local, régional, les problèmes climatiques, tous les problèmes dont on parle, sont des problèmes dont la dimension régionale, la dimension territoire est vraiment très importante. On le voit bien en termes d'adaptation, ce dont on vient parler. Donc, c'est vraiment à l'échelle territoriale, me semble-t-il, qu'il faut relocaliser. Et, si possible, avec l'idée de créer des emplois. Madame Barseguian, êtes-vous toujours avec nous sur le plateau ? Je suis là.
J'écoute. Alors, je pense que vous avez dû écouter avec attention cette dernière réaction de Jean sur l'échelon local qui permet la création d'emplois. Et quel est votre regard sur toutes ces initiatives locales, précisément, inspirantes qu'on vient d'écouter? Et puis, je sais qu'à Strasbourg, et plus largement sur l'Eurométropole, il y en a de nombreuses. Moi, je suis convaincue de la pertinence de l'échelon local pour répondre à ces grands enjeux globaux. C'est même à la racine de mon engagement de se dire que c'est là qu'on a des leviers. Et je pense que dans des villes ou métropoles comme Strasbourg, c'est certes du local et donc de la proximité, mais c'est quand même, quand on raisonne à l'échelle d'un bassin de 500 000 habitants, voire même plus, on a des leviers très conséquents pour commencer à transformer nos territoires et je dis toujours commencer à changer le monde ici. Donc je crois que c'est ce que font l'ensemble de ces acteurs, chacun à leur niveau. Et ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est de voir que les différents territoires, les différentes villes se connectent. Tout à l'heure, Jean Jouzel disait qu'on s'était croisés effectivement à Tours lors de la création d'un réseau des villes engagées pour la transition écologique et solidaire. Moi, c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, c'est cet effet de maillage, bien sûr en France, mais plus largement en Europe et à travers le monde. Et je suis convaincue que le changement vient des territoires et de l'ensemble des acteurs. Jean Jouzel ? Oui, bien sûr. Là, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce point, mais c'est vrai que relocaliser au maximum me semble pertinent. Si ça s'accompagne aussi, c'est aussi une qualité de vie. C'est cela qu'il faut, disons, mais elle est là aussi au rendez-vous. Cette transition, elle ne doit pas être, mais elle n'est pas que d'ailleurs. Bien sûr, on a beaucoup discuté de climat aujourd'hui, mais je pense, on doit avoir, mais je sais que Jeanne Barséguin-là, c'est une véritable transition écologique qui est au cœur de cela. C'est-à-dire, c'est aussi une transition dans laquelle la qualité de vie est au cœur de la démarche. Et donc, c'est tous les problèmes de biodiversité, de pollution. J'ai beaucoup parlé de réchauffement climatique aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que je suis très conscient que le réchauffement climatique, c'est un problème important, c'est un problème qui exacerbe tous les autres, mais il y a aussi l'ensemble des problèmes environnementaux qu'on ne peut pas non plus déconnecter. C'est ma culture Conseil économique, social et environnemental. On ne peut pas à chaque fois, il y a toujours une dimension, je le répète, à la fois une dimension sociale, économique et aussi souvent culturelle. Donc c'est ça, donc je ne veux surtout pas qu'on limite à cela, mais c'est cet ensemble qui va nous permettre une transition écologique au sens large, qui devrait nous permettre de faire vraiment d'aller vers un monde, disons, de préparer un monde, je l'espère, agréable pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est bien ça notre objectif, je crois. Les jeunes d'aujourd'hui, justement, Jean, je sais que vous êtes très attaché aussi à la question de l'école. Ça se passe aussi au niveau local, forcément. On parle de consommateurs ce soir, mais aussi de citoyens à travers leur acte d'achat. Et forcément, ces citoyens-là, cet enseignement transversal que vous évoquez, ça se passe là pour former une génération qui agit peut-être pour la fin du siècle, transformer aussi une ville comme Strasbourg. Oui, une des bonnes nouvelles peut-être, l'éducation doit être au cœur aussi de notre démarche. C'est que des bonnes nouvelles quand même, c'est que sur les 2 dernières années, il y a vraiment des améliorations dans les programmes, à la fois depuis les maternelles, pratiquement le lycée, l'école, le collège, le lycée. Et je suis effectivement impliqué dans un groupe de travail dont l'objectif est de faire que 100% des étudiants sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition écologique lorsqu'ils sortent de leur cycle universitaire d'une école ou quel que soit l'enseignement supérieur. C'est tout ça pour dire simplement que l'enseignement est aussi extrêmement important et assurer à chaque fois, mais je le fais à chaque fois, que notre communauté scientifique est vraiment très ouverte par rapport aux interactions avec le monde, bien sûr le monde des décideurs politiques, mais aussi tous ces jeunes à l'école ou bien en dehors. Voilà, c'est le message de notre communauté, parce que je suis aussi avant tout chercheur et je sais que nos jeunes les jeunes chercheurs et tous ceux qui sont dans notre communauté n'ont qu'une envie, c'est de transmettre un peu à la fois nos soucis, mais aussi les solutions vers les jeunes et bien sûr vers les décideurs politiques. Et je remercie bien sûr Mme Barséguin ici de son action et de l'écoute qu'elle a vis-à-vis des scientifiques.
Une dernière réaction, Madame Barseguian, justement, peut-être par rapport à cette question de l'école, pour former des citoyens, peut-être avant des consommateurs même. Oui, plutôt des citoyens avant des consommateurs, ça me paraît... On est bien d'accord. Ça me paraît important. Oui, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple des cours d'école. En fait, à partir d'une cour d'école, on peut faire tellement de choses. On peut travailler, je le disais, sur le climat, on peut travailler sur l'éducation, sur la biodiversité, on peut travailler sur l'égalité entre les filles et les garçons. On peut recréer du lien social. Ici, à Strasbourg, on peut travailler sur les questions européennes. On peut faire, effectivement, on peut former les citoyens et les citoyennes de demain. Et je pense que si je peux me permettre, Julien, sur le commerce équitable, oui, c'est aussi un des domaines clés des interventions scolaires, que les jeunes s'interrogent de savoir d'où viennent leurs jeans, d'où viennent leurs t-shirts, et le travail que fait et l'éthique sur l'étiquette est remarquable à ce niveau-là, de s'interroger effectivement d'où viennent les produits et qui les fabrique. Et je dirais juste un mot par rapport au localisme, c'est que le commerce équitable, dans son volonté de solidarité internationale, puisque les produits phares viennent de l'autre bout du monde, du café, du thé, des bananes, du coton, et bien en même temps, c'est aujourd'hui ils font partie de la norme de consommation chez nous. C'est-à-dire, c'est pas des produits locaux, mais en même temps, ce sont des consommations locales. Donc, il faut bien à ce niveau-là que les gens puissent s'interroger qui les fabrique et à quelles conditions, et de marquer leur soutien pour l'ensemble de ces produits qui viennent de l'autre bout du monde. Une réaction du côté de Common ou Octopus à ce qu'on vient de dire? Oui, moi je voulais réagir en complétant avec un élément qui me semble important. C'est qu'effectivement il faut sensibiliser et former, comme vous l'avez dit, depuis le plus jeune âge, pour que les gens soient conscients des enjeux, soient conscients des bons réflexes à avoir, et soient conscients des possibilités d'action qu'ils ont. Mais surtout, justement, je pense qu'il faut redonner aux gens confiance dans leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'il faut non seulement les former à ce qu'ils doivent faire, mais aussi leur donner des solutions simples et faciles de proximité. Ça rejoint l'échelon local dont on parlait avant, qui leur permettent de donner corps à leurs envies de s'impliquer pour l'écologie, et justement de leur permettre tout simplement de se valoriser eux-mêmes, parce qu'il y a ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'investir dans une démarche écologique et qui savent pas vraiment comment le faire, ou qui ont l'impression que la démarche est trop difficile pour eux. Et je pense que justement c'est un des enjeux là pour les années qui viennent, c'est vraiment de donner confiance aux gens dans leur capacité d'agir, et pas les laisser penser que c'est trop difficile ou que c'est trop déconnecté de leurs possibilités. Merci beaucoup pour cette réaction. Jean Jouzel, j'ai envie de terminer avec vous sur peut-être en 1 minute, si vous aviez un rêve à faire là maintenant, tout de suite, pour que justement, pour nous emmener avec vous dans cet optimisme, donc vous êtes un des rares aussi encore à garder l'espoir en ce moment, parce que les chiffres, on en a parlé déjà tout au long de cette soirée. Alors voilà, faites un rêve avec nous. Bon, les chiffres sont là, effectivement. Mon rêve, ce serait simplement que cet objectif de neutralité carbone soit vraiment atteint à échéance de 2050-2060. Mais ce rêve ne peut devenir réalité que si on se met tout de suite. Donc, c'est ça. Donc, je pense que je vois aussi la lutte contre le réchauffement climatique comme un moteur, disons, de notre développement. Je reviendrai au prix Nobel de la paix qui a été attribué au GIEC. Je pense que si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on sera difficile d'avoir un développement harmonieux de nos civilisations de façon assez large, tandis que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est vraiment la solidarité aussi. On a parlé de sobriété, mais la solidarité entre générations, entre pays doit être au cœur de notre démarche. Et sans ça, nous ne réussirons pas. Donc, j'aimerais, et c'est pour ça que j'ai envie aussi d'un monde plus solidaire, d'un monde plus équitable, enfin au sens où les inégalités puissent être, en tout cas ne pas être augmentées par la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est un peu le sens de ma démarche qui va au-delà du simple climat. C'est vraiment d'une société qui puisse se développer harmonieusement. Et ça, c'est mon rêve. Mais je pense que lutter contre le réchauffement climatique ne peut qu'y contribuer.
Voilà. Merci beaucoup, Jean Joudel. Merci à toutes et à tous pour cette conférence, ces échanges. Merci à la technique. Merci aux cadreurs, aux équipes bénévoles. Merci à la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, et à tous nos invités qui ont permis la réussite de cette soirée. Et on pourra retrouver le replay de ce temps fort sur le site internet du Marché Off, ainsi que aussi sur le site du magazine Sans Transition. Voilà. Merci encore, Jean Jouzel. À bientôt. Et merci à Julien Deséchos, notre animateur. Voilà. Merci Jean. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui contribuent à cette soirée. Et je repasse la parole à Sylvia en studio pour poursuivre par un temps musical, si j'ai bien suivi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Julien, et merci à Jean Jouzel, évidemment, d'avoir été avec nous ce soir. On vous a écouté avec beaucoup d'attention et un peu d'inquiétude quand même. Merci aussi à Jeanne Barséguian d'avoir été avec nous. Merci à Francis Kern, Thomas Kubler, Florent Cailleret.